Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle conférence des ateliers GSRH sur les thématiques du onboarding et du offboarding. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui afin d'évoquer avec vous les conséquences d'une intégration ratée, tant pour les entreprises que pour les salariés intégrés. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui deux intervenants. D'un côté, Amandine Aubry. Bonjour Amandine. Bonjour. Amandine, vous êtes psychologue du travail et sophrologue au cabinet Réseau de Sens. Vous avez également exercé pendant plus de 10 ans dans la fonction RH, notamment sur des problématiques de recrutement, de gestion de carrière, de communication et puis de qualité de vie au travail. Et j'ajoute que vous avez également approfondi la fidélisation des collaborateurs à travers la problématique de l'intégration et de l'attachement à l'entreprise par le biais d'un mémoire professionnel. Tout à fait. De l'autre côté, nous sommes accompagnés de Claire Piraudon. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, vous êtes psychologue du travail, vous êtes membre du cabinet Calypsi à Lyon, vous êtes spécialisée dans les thérapies comportementales et cognitives et consultante en risques psychosociaux. Précédemment, vous avez été chargée de ressources humaines en entreprise sur des thématiques d'accompagnement au changement, de recrutement, de mobilité et de formation. Merci Claire, merci Amandine d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors cette conférence sera animée d'un côté par Samia Dreamer et de l'autre par Loïc Pachol et également par deux expertes sur le terrain, Lamia Aouche et Mélissa Popovic, tous étudiants en dernière année de master à l'IGSRH. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, vous remarquerez que cette conférence est réalisée à distance. La distanciation sociale sera donc respectée sans grande difficulté tout au long de nos échanges. Tout à fait Loïc. Alors sans plus attendre, nous vous proposons une courte vidéo introductive sur les conséquences pour les entreprises d'un onboarding raté. Dernière étape du processus de recrutement d'un nouveau collaborateur, l'intégration semble avoir été oubliée par bon nombre de structures. Le saviez-vous ? On estime à 65% la part d'entreprises n'ayant pas encore de processus d'intégration clairement défini. 21% des collaborateurs envisagent de quitter leur entreprise lors de la première semaine. Pire encore, 50% des cadres songent à quitter leur poste dans les 3 premiers jours, soit une personne sur 2. Mais quelles sont donc les conséquences pour l'entreprise de ces départs anticipés ? Financièrement d'abord, le coût d'une démission rapide repose sur de nombreux facteurs. Cela va notamment dépendre de la rémunération du salarié, de la méthode de recrutement adoptée, du temps passé à chercher le candidat idéal, mais aussi du temps resté en entreprise. Prenons l'exemple de Paul, consultant junior qui est embauché à 30 000 € brut annuels. Paul décide de quitter l'entreprise 2 mois plus tard, en raison d'une intégration ratée. Cette intégration ratée aura de sérieuses conséquences. Tout d'abord, 2 types de conséquences. Des conséquences dites directes et des conséquences dites indirectes. D'abord, elle engendrera des coûts directs, comprenant le salaire mensuel brut, les charges patronales et le coût de recrutement amenant à un coût total direct de 8 750 €. Mais aussi des coûts indirects, comprenant le temps passé à l'intégration de Paul, ses jours de formation et la surcharge de travail pour les autres collaborateurs, s'élevant à un coût total indirect de 2 700 €. La somme des coûts directs et des coûts indirects engendrés par le départ anticipé de Paul aboutit à un total équivalent à 11 450 €. Cette somme représente plus de 4 mois de salaire, ce qui équivaut au double du temps que Paul a passé dans l'entreprise. En moyenne, le taux de recrutement non abouti peut représenter à lui seul plus de 4% de la masse salariale totale d'une entreprise selon la catégorie socio-professionnelle. Maintenant, parlons des conséquences non financières. Comme nous avons pu le voir, les conséquences financières sont significatives, mais elles ne viennent qu'en 3e position derrière la démoralisation des équipes et la baisse de la productivité. À cela s'ajoutent d'autres coûts cachés tels que la perte du temps liée au redémarrage du processus de recrutement, la dégradation des relations entre managers et recruteurs, les éventuels coûts de formation engagés, ou encore une image entachée de l'entreprise. Certes, aujourd'hui, davantage d'entreprises se préoccupent de l'intégration de leurs collaborateurs, mais à ce jour, ont-elles réellement pris en compte toutes ces conséquences ? Alors, après avoir pris connaissance de toutes ces conséquences, veillez à bien intégrer vos futurs collaborateurs. Et vous,
Qu'en pensez-vous? De retour avec nos deux intervenants du jour, Claire, Amandine. Alors, nous avons vu un certain nombre de données et de chiffres dans cette courte vidéo. Est-ce qu'au travers de vos expériences, ce sont des chiffres qui vous surprennent? Amandine, peut-être? Effectivement, sur ces 65% là de processus d'intégration, encore, je pense que ce qui est important peut-être de se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est le processus d'intégration? Je suis assez confiante sur les individus. Je pense qu'effectivement, quand quelqu'un arrive dans son équipe individuellement, il doit y avoir de toute façon un accueil, une façon de faire. Après, quelque chose de plus processé au sens processus d'intégration, c'est peut-être effectivement moins le cas de manière officielle dans les entreprises. Voilà. Après, je pense que ce qui sort aussi de ces chiffres et qui n'est pas à négliger, c'est la partie recrutement. Le recrutement, à mon avis, conditionne aussi fortement la qualité d'intégration et le discours notamment qui a été tenu par les chargés de recrutement ou les managers pour éclairer au mieux les candidats ou les candidates au poste en question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pardon, je rebondis. Mais tout à fait. Effectivement, sur le recrutement, parce que je suis étonnée du chiffre des personnes qui partent dès le premier jour ou qui envisagent de partir dès le premier jour. Donc, vraisemblablement, c'est que là, il y a une erreur de casting, je dirais, ou voilà, parce que voilà, on peut se demander ce qui s'est passé dans le recrutement pour que la personne ne souhaite pas poursuivre dès son premier jour. Donc, tous ces chiffres sont un peu regrettables, dommageables, effectivement, et pour l'entreprise, en termes de coûts, on vous le dit dans la vidéo, mais en termes aussi de temps passé et en termes de démotivation, donc au travail des équipes. Et puis on va en parler, c'est aussi problématique pour les salariés eux-mêmes qui peuvent très mal vivre, effectivement, le recruter. Qui part tout de suite, qui peut très mal vivre cette situation et avoir des difficultés derrière à rebondir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Claire, également Amandine. Moi, j'ai aussi été étonnée par ces chiffres, par cette vidéo, et parce qu'on peut voir qu'elle illustre bien les conséquences de l'onboarding raté pour les entreprises. Mais comme vous le dites, Claire, on se demande ce qu'il en est pour les salariés. Donc, peut-être que vous voulez commencer. Pour vous, quelles sont les conséquences pour le salarié d'un onboarding raté? Oui, en effet. Alors, tout dépend un petit peu du contexte dans lequel la personne est partie et donc de la situation qu'elle avait précédemment, peut-être. Par exemple, si elle était au chômage, eh bien d'avoir de nouveau un échec professionnel, ça peut être vraiment très mal vécu, et notamment en termes d'estime de soi, de confiance en soi. Et ça peut la marquer même durablement pour la suite de sa carrière, je pense. Et je rebondis même plus parce qu'effectivement, en plus, là, c'est vraiment dans ce cadre-là, on est en échange avec des étudiants. Donc, en début de carrière, c'est d'autant plus important parce que c'est vrai qu'il y a ce phénomène en fait de construction d'identité professionnelle où l'étudiant, le jeune, va se confronter en fait à la réalité du travail et cette première expérience et notamment ces premiers moments, ces premières semaines, ces premiers mois vont vraiment l'aider à se construire en tant que professionnel au-delà finalement de ce premier poste. Donc voilà, ça dépend aussi à quel moment ça arrive dans une carrière, en début ou effectivement, comme disait Claire, après une période de chômage ou après une période où il y a quelqu'un qui a travaillé 20 ans dans la même entreprise et qui se repositionne dans une nouvelle entreprise, ça peut être sur des éléments de carrière d'autant plus importants. Oui, tout à fait. Mais du coup, quelles seraient selon vous les conséquences à court terme et à long terme d'un onboarding raté pour le salarié? Claire, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc à court terme, la personne sans doute va être un peu dans l'incompréhension, elle peut être aussi dans la colère, vivre ça comme une injustice, et puis aussi dans la remise en cause vraiment de soi, de ses compétences, de sa capacité à s'adapter dans un contexte professionnel. Donc soit elle arrive à rebondir assez rapidement et finalement ce sera une expérience assez vite oubliée ou qui n'aura pas de conséquences à long terme.
soit effectivement, elle a du mal à vraiment rebondir, elle se remet vraiment en cause, et là, il peut y avoir, de manière plus durable, un vrai décrochage, si je puis dire, et voire même un isolement et une incapacité ou vraiment une très grande difficulté à revenir sur le marché de l'emploi. Donc voilà, et ça, en termes au niveau psychologique, je parlais d'estime de soi, ça peut être vraiment très préjudiciable pour la personne. Alors pour préparer cette conférence, nous avons également échangé avec une troisième psychologue du travail qui nous disait que lorsqu'on constatait des problèmes dans le recrutement ou plutôt dans l'intégration de nouveaux collaborateurs, eh bien malheureusement c'était déjà trop tard au moment où on les remarquait. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Amandine ? Moi, je serais beaucoup plus nuancée en fait. Ça dépend vraiment de quelle est la problématique qui a été abordée lors de l'intégration. Est-ce que c'était un problème peut-être de moyens, justement, de ne pas avoir son PC, pas avoir sa place? Est-ce que c'était plutôt un problème de management ou de culture d'entreprise? Je pense que ça dépend beaucoup, et puis de la manière et de la façon dont ça va être pris en compte. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand c'est le salarié qui le remonte, il y a peut-être déjà quelque chose qui s'est ancré et qui est pris dans la décision. Après, si effectivement c'est plutôt l'entreprise qui s'en rend compte, il y a peut-être quelque chose là de, voilà, on a droit tous à l'erreur, je pense, et c'est peut-être dire effectivement, j'ai pas assez anticipé ton arrivée, on n'a pas pu te procurer la place et le matériel, on s'en excuse, voilà. Et ça, du coup, voilà, ce droit à l'erreur, s'il est, j'ai envie de dire, légitimé, dit, c'est tout de suite plus simple et plus apaisant et mentalement pour la personne de après pouvoir s'attacher à l'entreprise et s'inscrire. Donc, je ne pense pas qu'il y a de notion de trop tard, si ce n'est effectivement le salarié qui arriverait avec sa démission. Clairement, là, je pense qu'il est déjà dans un niveau de cheminement où effectivement, il s'est déjà décroché de son attachement et de sa motivation à rester dans l'entreprise. Tout à fait. D'accord. Alors, on va peut-être évoquer des cas concrets pour illustrer nos propos. Claire, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous partager un exemple de cas sur lequel vous êtes intervenu en entreprise? Oui, alors j'ai en tête un exemple donc lorsque je faisais encore du recrutement, d'un jeune commercial, justement. On parlait tout à l'heure de jeunes diplômés. Alors il n'était pas tout à fait diplômé, il avait peut-être 1 an ou 2 d'expérience, et donc que l'on avait recruté sur un poste de commercial, mais on va dire avant-vente, où il y avait beaucoup de prospection. Donc au recrutement, il nous avait paru avoir le potentiel, voilà, qu'on attendait. Voilà, donc ensuite, en fait, ce qui a été observé, c'est qu'il avait du mal à rentrer finalement dans le poste, et donc à s'adapter, à avoir un discours commercial adapté à ce qu'on attendait dans l'entreprise. Voilà. Et finalement, de fil en aiguille, malheureusement, nous ne l'avons pas gardé. Enfin, sa période d'essai n'a pas été concluante, donc ça a été assez douloureux pour nous, parce qu'on avait vraiment misé sur lui. Le manager qui l'avait recruté avec moi, donc du coup, était très embêté. Et puis, surtout pour lui, finalement, puisque c'est quand même le thème de la conférence, là, ça a été quand même douloureux également pour lui. Donc, ce qui nous a semblé important vraiment avec le manager, c'est d'expliquer finalement ce qui n'allait pas pour nous. Voilà, de vraiment pouvoir l'accompagner accompagner cette sortie finalement, puisqu'il n'est pas resté, et qu'il puisse comprendre ce qui n'allait pas, et peut-être du coup se repositionner professionnellement, parce que manifestement la prospection, c'était peut-être pas son truc, et on l'aurait davantage, en tout cas, et il en a convenu, il me semble, vu sur un poste finalement de suivi client ou d'après-vente, si vous voulez. Voilà, donc c'était une expérience d'intégration un peu douloureuse, mais qu'on a tenté quand même d'accompagner au mieux pour la personne. Très bien.
Alors, moi, votre exemple, Claire, il me fait un petit peu écho. Il me rappelle mon stage de recrutement que j'ai réalisé l'année dernière dans une entreprise de services numériques où j'ai été confrontée à plusieurs salariés qui étaient en fait en intercontrat. Donc, ils étaient entre deux contrats, ils n'avaient pas de mission, ils n'avaient pas de manager précis, ils n'avaient pas d'équipe. Et Amandine, je m'adresse à vous, vu que je sais que vous avez travaillé pendant plusieurs années dans des sociétés de services. Est-ce que vous avez déjà été confrontée à des personnes qui étaient dans cette situation? Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une nouvelle mission, ça engendre un nouveau processus d'intégration? Alors oui, il y a plusieurs éléments et plusieurs questions dans la même question. Oui, effectivement, si on prend le cas des intercontrats, ce qu'on appelle effectivement des gens qui ne sont pas en mission et qui intègrent une entreprise, moi, de mon expérience, on avait vraiment à cœur de réussir cette intégration. Elle se passait au mieux, donc la personne était vraiment dans cette motivation et cet engagement de l'entreprise, ce qui génère d'autant plus de frustration si effectivement on ne trouve pas de mission et qu'à terme il y a rupture de la période d'essai sans avoir pu finalement mettre à l'épreuve ses compétences et avoir pu les mettre là-dedans tout en sachant qu'effectivement il y avait un attachement à cette culture d'entreprise qui était importante. Donc oui, j'ai vu des salariés particulièrement marqués parce qu'il y avait vraiment une brèche émotionnelle due à l'attachement et l'impossibilité finalement de transformer quelque chose de fructueux en fait, entre la mission, l'épanouissement personnel, etc. Et puis la deuxième question, et je m'en souviens plus tout à fait, si c'est obligé de la reprendre à la fin. Oui, est-ce que vous avez déjà été confronté à des salariés dans cette situation et si vous pensiez que le fait d'être intégré à une nouvelle mission, enfin quand un salarié a déjà été en contrat, qu'il a fait un intercontrat et qu'il démarre une nouvelle mission, est-ce qu'il faut réavoir un processus d'intégration? Ouais. Il y a vraiment une problématique sur ces nouvelles missions et c'est là où tout l'intérêt et le travail en équipe au sein des sociétés, c'est-à-dire entre le recrutement, le commerce, etc. Parce que le commerce a la vision de la culture d'entreprise du client, du poste. Et là, il y a vraiment un enjeu de savoir quel poste, quel besoin a le client, sur quel poste et quelle personne va convenir. Et donc, oui, il y a une adhésion à cette nouvelle partie parce qu'effectivement, quand les consultants sont en assistance technique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire chez le client, ils sont au sein des locaux des clients et d'autant plus à distance de l'employeur qu'est la société de service. Donc oui, des micros peut-être onboarding, mais oui, qui sont tout aussi nécessaires de ce côté-là. Alors, l'exemple que vous donnez avec les différentes missions me fait penser du coup au dernier exemple qu'on voulait évoquer, qui a été vécu par notre troisième psychologue du travail, qui est intervenu auprès d'un collaborateur qui avait une promotion en fait dans son entreprise. Donc quelqu'un de très enthousiaste à cette idée de changement et puis très bien considéré dans sa structure. Bon, malheureusement, les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. La relation avec l'un de ses responsables n'a pas été optimale dès le début. Il n'y a pas eu d'intégration qui a été faite dans le sens où en fait, il faisait déjà partie de l'entreprise, donc ça n'avait pas été jugé nécessaire. Et du coup, tout cela, avec également quelques facteurs personnels, ont conduit à l'épuisement de ce salarié. Et puis en fait, il a perdu ses repères. Donc ça va se solder très certainement par malheureusement la démission de ce collaborateur, alors que juste avant, il se sentait très bien dans l'entreprise. Donc on oublie parfois qu'une intégration est tout de même à faire, même si on change de mission, même si on change d'entité, par exemple, dans une même structure. Et la morale, entre guillemets, de cet exemple pourrait être que ce n'est pas parce que ça s'est bien passé quelque part que ça va forcément bien se passer ailleurs, même si on reste effectivement dans la même entreprise. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Loïc. Moi, je trouve que tous les exemples qu'on a pu donner, ils sont riches et ils montrent que les conséquences d'un onboarding raté pour le salarié, elles sont totalement différentes. Ça dépend totalement du salarié qui le vit. Et par contre, je me permets juste de vous couper parce qu'il me semble qu'une de nos expertes, Lamia, sur le terrain, elle est en direct avec nous et elle a une question à nous poser. Mais très bien, Lamia, nous vous écoutons. Bonjour Amandine, bonjour Claire. Alors oui, effectivement, Samia, je suis en direct téléphonique avec une personne qui a vécu une intégration quelque peu négligée. Elle a souhaité tout de même garder l'anonymat et n'a pas souhaité divulguer l'identité d'entreprise. C'est donc moi qui me chargera de retranscrire son témoignage. Alors elle m'indiquait effectivement que les premiers jours d'intégration ont été très compliqués à vivre pour elle, d'un point de vue logistique
et organisationnelle. En effet, aucun bureau ne lui a été attribué à son arrivée. Il a fallu donc pendant plusieurs jours que chaque matin, à son arrivée dans l'entreprise et dans le service, qu'elle aille à la recherche d'un emplacement de libre pour pouvoir y installer ses affaires et travailler durant la journée. À côté de ça, elle a également rencontré des difficultés d'accès au réseau d'entreprise. En effet, la demande d'accès au réseau et la demande d'identifiant a été faite au jour de son arrivée et n'a donc pas été anticipée. Le fait de ne pas pouvoir être rapidement opérationnel à son poste, dû notamment à ses manquements, a été quelque chose de très difficile à vivre pour cette personne. Et elle m'expliquait effectivement que cette période avait eu des conséquences sur son état psychologique. Et d'ailleurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, Claire, elle est passée par différentes émotions, comme par exemple l'incompréhension, l'énervement et parfois même de la colère. Depuis plusieurs jours, tout est rentré dans l'ordre et elle a pu enfin avoir accès à son bureau et accès au réseau d'entreprise. Alors la personne vient de m'indiquer à l'oreillette qu'il a fallu bien 2 semaines et demie pour que tout rentre dans l'ordre et qu'elle soit définitivement opérationnelle à son poste. Alors madame, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à votre témoignage que je viens de retranscrire ? Alors oui, elle tient tout de même à souligner que l'intégration d'un point de vue managérial et humain a été sans faute. Elle a eu le droit à un parcours d'intégration et à un tour d'équipe dans lequel elle a pu aller à la rencontre de ses futurs collaborateurs, qui l'ont d'ailleurs très bien accueillie, très vite mis à l'aise et avec qui elle s'est très bien entendue. Elle trouve que cela est très dommage pour l'entreprise, car peut-être d'autres personnes seraient parties à sa place, car elle-même a pensé à quitter l'entreprise à plusieurs reprises pendant sa période d'intégration. Alors, compte tenu de ce témoignage, j'avais une question pour vous, Claire, et pour vous, Amandine, également. Quels conseils pourriez-vous donner aux salariés qui se retrouveraient peut-être dans une situation similaire et une intégration peut-être un peu compliquée ? Alors, peut-être que avant d'en arriver effectivement à partir, moi je conseillerais de toujours essayer de manifester en tant que jeune recrue, voilà, sa difficulté, le fait de ne pas se sentir bien intégré, de manière à éviter effectivement de partir finalement. Donc voilà. Il est toujours temps, comme on le disait tout à l'heure, d'éviter finalement la sortie. Après, malheureusement, si effectivement la personne souhaite partir, parce que vraiment définitivement l'intégration se fait mal. Je pense qu'il est important qu'elle puisse comprendre ce qui s'est passé et peut-être au moins en discuter avec la RH, avec son manager, voilà, pour comprendre voilà, qu'est-ce qui s'est mal joué. Ou alors seul, si vraiment le dialogue est impossible, comprendre s'il s'agit d'un problème relationnel, un problème technique lié au poste. Voilà, pourquoi l'intégration ne s'est pas faite de mon point de vue. Et puis derrière, en tirer les enseignements pour pouvoir mieux définir peut-être ses besoins, le profil du poste qui me convient le mieux et demain, le type d'entreprise aussi dans lequel je me sens à l'aise pour que demain, je puisse intégrer une entreprise avec ces critères-là et ne pas risquer de nouveau louper mon intégration dans une nouvelle entreprise. Voilà ce que je conseillerais. Donc parler. Questionner, ne pas avoir peur de dire que ça ne va pas. Exactement, et je rebondis sur ce que dit Claire. Oui, c'est important de se laisser du temps pour digérer tout ça, d'essayer de mettre des mots, de le verbaliser aussi à l'extérieur et de pouvoir... alors, souvent, on s'attache aussi à ce qui ne fonctionne pas et pour autant, il y a d'autres choses qui fonctionnent dans l'intégration et notre attention, elle est concentrée sur tout ce qu'on n'a pas. Et l'idée, ce serait aussi d'essayer de prendre du recul, de verbaliser pour comprendre un petit peu ce qui se passe bien sur l'intégration. Et parce qu'effectivement, dans la question, effectivement, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, il y a une histoire de matériel, mais pour autant, les personnes sont plutôt bien. Elle va finalement être, au niveau de l'équipe, cette personne va être plutôt finalement bien et sera contente d'avoir passé cette première impression et ce premier cap. Donc, je pense que voilà, c'est aussi prendre conscience, essayer de verbaliser tout ça pour aider à prendre du recul et comprendre que finalement, il y a des choses qui se passent bien
Et pour autant, on a des choses qui dépendent de soi avec des ressources, et il y a des choses, des contraintes, mais qu'il faut essayer d'en discuter avec le management, de le communiquer pour pouvoir essayer de les réduire et d'améliorer ce bien-être, tout simplement. D'accord, donc prendre du recul et puis se manifester aussi, en parler, ce serait les 2 points majeurs à retenir de vos conseils pour cette question. En fait, depuis le début de cette conférence, Amandine, nous tous ici, nous parlons en fait de conséquences, de choses assez négatives liées au onboarding raté ou même à l'absence d'intégration en tant que telle. On va peut-être basculer sur quelque chose d'un peu plus optimiste, de plus joyeux. Quels peuvent être les bénéfices, les bienfaits d'un onboarding s'il est réussi pour les collaborateurs qui en bénéficient? Alors, pour les collaborateurs qui en bénéficient, c'est une motivation, hein, c'est l'envie d'aller au travail avec le sourire. Tout ça, c'est quand même bien parce qu'on passe du temps au boulot, hein, d'accord. Et que du coup, effectivement, d'avoir cet attachement à l'entreprise, et puis, oui, du point de vue de l'entreprise, on aura toujours cette notion de productivité, mais aussi quelqu'un qui est bien en entreprise va aussi le faire savoir, et donc ça peut aussi avoir un avantage au point de fidélisation des collaborateurs et ce qu'on appelle aussi la marque employeur, parce qu'effectivement, naturellement, ils vont promouvoir la façon dont ils ont été accueillis ou accompagnés sur des étapes d'entreprise comme le Covid-19. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que quelqu'un qui est bien dans son travail, il en parle. Et ça, c'est un élément essentiel. D'accord. Claire, avez-vous d'autres bienfaits en tête pour compléter la réponse d'Amandine? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Le bienfait, le bénéfice pour l'employé qui est bien dans son poste, qui a bien été intégré, c'est l'épanouissement professionnel, on va dire. Donc personnel aussi, par extension. S'il se sent bien dans ce poste, il va être en confiance, bien dans sa vie finalement, et du coup, ça va lui permettre, si on revient on zoome sur le professionnel, de vraiment développer son potentiel aussi, et de développer de nouvelles capacités peut-être, et ça lui offre des perspectives aussi d'évolution. Donc vraiment, je pense que c'est très bénéfique, tant au niveau professionnel que personnel, d'être bien intégré pour pouvoir vraiment se développer son potentiel et toutes ses possibilités professionnelles. D'accord. Alors, on me dit dans l'un de mes charmants écouteurs que notre deuxième intervenante souhaiterait vous poser une question. Mélissa, c'est à vous. Bonjour Claire, bonjour Amandine. Alors moi j'ai été très surprise par les chiffres qu'on a vus précédemment, et notamment par celui qui indique que 50% des cadres décident de quitter leur emploi au cours des 3 premiers jours. Alors quel conseil me donneriez-vous à moi en tant que futur professionnel RH et à toutes les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui pour éviter ce genre de situation? Oui, alors quel conseil on donnerait donc en général aux entreprises, c'est l'importance du onboarding. On ne fait qu'en parler là depuis le début de cette conférence, et notamment s'attacher peut-être à bien sensibiliser les managers à cette question, parce que ils sont en première ligne en fait, dans l'accueil bien sûr des nouveaux collaborateurs. Donc c'est à eux de faire le job finalement. Et vous en tant qu'RH, vous êtes là pour justement les accompagner dans cette intégration qu'ils auront à faire auprès des nouvelles recrues qu'ils embauchent avec vous, parce que tout recrutement se fait avec le manager. Et l'intégration ensuite, c'est vraiment l'affaire du manager, avec bien sûr la nouvelle recrue aussi, mais c'est vraiment important qu'il soit accompagné dans ce processus. Et je compléterai même plus dans la lignée de ce que dit Claire, dans la réalité de votre travail au quotidien en tant que manager, RH, etc. C'est vraiment l'attention
authentique, j'ai envie de dire, à l'humain qui est en face de vous. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez voilà, une intégration qui s'est bien passée pour une personne juste avant qui vous avez intégré exactement de la même façon que pour autant la personne en face de vous, elle sera dans les mêmes attentes et elle va être satisfaite de la même façon. On ne sait absolument pas contre quoi se battent les personnes en face de nous, leur histoire. Et du coup, c'est vraiment cette attention authentique de se dire, OK, voilà, qu'est-ce qui va bien pour toi, qu'est-ce qui pourrait te manquer, et d'être vraiment, on en avait parlé tout à l'heure, Claire l'avait vraiment dit, c'est-à-dire communiquer, verbaliser tout ça et laisser cette porte ouverte à n'importe quel salarié finalement, de pouvoir dire ce qui se passe bien, mais aussi ce qui se passe un peu moins bien. Et je pense que c'est vraiment ça. Et puis en tant que, j'ai envie de dire, étudiant et futur RH demain dans des entreprises, garder cette capacité à s'étonner de la situation, à s'étonner de ce qui se passe. Moi, j'ai toujours en tête une de mes expériences où effectivement, au tout début, les ingénieurs commerciaux ne prenaient pas connaissance des personnes qu'ils allaient présenter chez le client. Pour autant, c'est un moyen fantastique de réussir à décrocher un contrat, de porter cette attention à la personne qu'on présente et de pouvoir dégager ses points forts et de manière à pouvoir les mettre en avant. Donc, c'est vraiment cette écoute de l'humain qui est en face de soi, en dehors de tout niveau hiérarchique ou autre. Et puis pour rejoindre ce que vous dites, justement, on nous dit assez souvent de faire des points réguliers suite à l'intégration d'un nouveau collaborateur. Ça peut quand on dit points réguliers, justement, ça peut nous permettre on va dire, de mettre en place des actions correctives sur les premiers jours, sur les premières semaines, voire peut-être même les premiers mois. On parle des fois qu'avec une intégration, ça dure parfois plusieurs mois. Donc c'est aussi un élément qui peut nous aider justement pour compléter au mieux l'intégration de nos collaborateurs. Je regarde la conférence. On a beaucoup parlé du onboarding, mais le offboarding, on n'aurait pas oublié un petit peu? Alors, c'est vrai que le onboarding, on en parle un peu moins. Moi, personnellement, j'ai un exemple que j'aimerais vous partager qui touche un petit peu aux thématiques de l'onboarding et de l'offboarding et où j'aimerais bien avoir votre retour dessus. En fait, il y a quelques années, j'ai réalisé un stage en urgence psychiatrique où j'ai été confrontée à plusieurs patients qui étaient hospitalisés pour épuisement professionnel, donc pour burn-out. Et je me rappelle notamment d'une des patientes qui avait travaillé pendant des années et des années dans la même entreprise. Du jour au lendemain, son manager a été remplacé par un nouveau manager. Donc, son intégration n'a pas été réellement effectuée et la relation entre la patiente et son superviseur s'est très mal passée, à tel point que la patiente a enchaîné les arrêts maladie, enfin les arrêts de travail, et n'est jamais revenue dans son entreprise. Donc, moi, la question que je me pose, c'est si ça n'aurait pas été important de mieux préparer l'intégration du nouveau manager qui est arrivé, et également des équipes, mais s'il n'aurait pas aussi été intéressant d'accompagner cette patiente vers sa sortie, parce que cette dernière s'est terriblement mal terminée. En fait, c'est une des pires conséquences qui peut arriver. Le burn-out, c'est vraiment pas évident à gérer. Claire, il me semble que vous avez déjà été confrontée à une situation similaire. Est-ce que mon exemple vous fait un petit peu écho ? Oui, effectivement, c'est quasiment la même situation. C'est-à-dire que j'ai eu recruté, lorsque je travaillais en tant que recruteur en entreprise, une nouvelle manager dans une équipe, effectivement, dans laquelle il y avait une personne qui, aurait aimé occuper le poste de cette manager. Donc, on leur avait expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été retenue sur cette fonction. Mais voilà, malheureusement, du coup, les choses se sont mal passées avec le manager nouvel arrivant et cette collaboratrice, exactement comme ce que vous avez vécu, la personne dont vous parliez. Et du coup, alors on a essayé bien sûr de revoir à plusieurs reprises cette collaboratrice pour vraiment l'aider à accepter finalement cette manager. On a essayé aussi de mettre en place on a mis en place un coaching de la cadre, de la manager pour arriver à mieux se faire accepter finalement.
Mais définitivement, ça n'a pas collé et donc la collaboratrice a commencé à aller mal, à s'être arrêtée et voilà, ça tournait à une situation de burn-out là aussi. En tout cas, moi, je le pressentais bien. Donc finalement, ce qu'on a pu quand même arriver à faire, c'est parce qu'à un moment donné, elle a voulu partir et je pense que d'elle-même, en fait, voilà, elle a dit si je veux pas tomber vraiment dans une situation, dans une vraie dépression, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, voilà, on a fait une rupture conventionnelle et puis on l'a accompagnée aussi à justement un outplacement. Et j'ai su que, puisque je l'ai suivie aussi après son départ de l'entreprise, elle a fait une formation et elle a rebondi sur une autre formation. Donc le burn-out a été évité, mais voilà, mais voilà, hein, les choses peuvent très, très mal tourner effectivement en situation de off-boarding et donc c'est aussi important d'accompagner ces sorties quand les choses ne se passent pas bien, de manière à éviter que la personne en souffre et derrière puisse pas rebondir ou difficilement. Merci Claire pour cette dernière illustration. Nous arrivons maintenant au terme de notre conférence. Amandine, Claire, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour résumer l'essentiel de ce qu'il y a à retenir de nos échanges? Oui. Donc, écoutez, on a dit beaucoup de choses, effectivement. Donc, on a mis en évidence, il me semble que effectivement, les onboarding ratés pouvaient être très préjudiciables, bien sûr pour l'entreprise, mais aussi pour la personne. Hein, et donc, il fallait absolument tout mettre en place, faire en sorte que ça se passe bien. Et ça relève en partie de la RH qui doit bien accompagner les managers. Et puis, même les jeunes recrues, les suivre vraiment dans la durée pour que ça se passe bien. Et puis, côté salarié, hein, ne pas hésiter à manifester ce qui va bien, mais aussi ce qui va mal quand je suis en phase d'intégration. Voilà. Bon, peut-être pour conclure, mais Amandine, vous avez certainement des... Oui. Moi, je rejoins tout à fait Claire. Je pense que cette période, il faut que ce soit du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. En termes de l'organisation, des personnes qui ont en charge du recrutement, l'intégration, mais aussi du salarié. Et que ça passe par de l'échange, effectivement, des réajustements, de l'humilité, je pense, des deux côtés. Effectivement, ça peut se passer bien avec pas grand-chose ou mal avec beaucoup de choses et qu'il ne faut pas hésiter à garder cette variable d'ajustement et surtout cette écoute et cette disponibilité des deux côtés pour permettre que tout se fasse pour le mieux et que ça laisse du coup des perspectives d'évolution et de développement de potentiel, comme disait Claire, par la suite pour l'entreprise et pour le salarié. Merci Amandine, merci Claire pour ce mot de la fin. Merci également pour votre participation. Notre cycle de conférences des ateliers de l'IGS-RH est désormais terminé. Si vous avez manqué les précédentes conférences de nos collègues, vous retrouverez la description de chacune d'entre elles et le lien pour les consulter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis. Et passez une très bonne journée. Merci. Au revoir.